mécanique du solide indéformable. Je reviens au début. Donc, je vous ai donné les deux livres en question. Celui-là, c'est un ancien que vous n'avez pas trouvé, mais l'essentiel des cours est dans ce livre-là. En plus des... Alors, l'essentiel, pas vrai, parce qu'on... Ouais. Et je dirais il y a 50% qui sont dans ce livre et 50% ailleurs, dans d'autres livres, celui-là et d'autres livres. Mais ce livre-là est déjà un bon livre, un peu trop succinct, je trouve, mais bon, c'est bien, il est bien fait. Alors, premier chapitre, donc nous avons abordé un certain nombre de généralités sur les vecteurs. Nous avons défini ce que c'est qu'un torseur. Alors, le deuxième chapitre, c'est le rappel. Alors, c'est des rappels sans être vraiment des rappels, parce qu'il y a des rappels et je rajoute quelques notions en plus chaque fois que c'est nécessaire. Donc, le rappel de cinématique des systèmes de points matériels. Alors, un point matériel, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Cette fois-ci, on va faire un système, plusieurs points matériels. Et on va définir un certain nombre de notions en plus de l'année dernière, en particulier le point 5, le point 4 et 5. Donc, le 1, 2, 3, ça va être en lien avec ce qu'on a fait l'année dernière ensemble. Le 4, 5, bah, ça va être nouveau. Alors, le chapitre 3, donc, ça va être tout simplement les conditions d'équilibre, essentiellement. Et après, le chapitre 4, c'est là qu'on va aborder la cinématique des solides. Et donc, en fait, on va reprendre ce qu'on a vu sur le plan matériel et on va généraler un solide parfait, un solide qui a un volume ou un système continu, et pas un système discret comme un système de points matériels. Donc, voilà un peu l'approche. Et le reste, c'est des choses qu'on va aborder. En fait, qu'on va déjà aborder au chapitre 2 et qu'on va généraliser pour le solide. Voilà un peu le schéma général du cours. Bien, donc je reviens à ce qu'on a fait le dernier cours. Donc tout ça, on l'a commenté ensemble. Alors, je vous ai dit que ces deux relations vectorielles, on va les utiliser, donc c'est pour ça que je les ai données ici. Donc, vous allez voir qu'on va pas mal les utiliser. Et je vous ai dit aussi que ce module-là, comme celui de l'année dernière, il est basé quand même beaucoup sur des notions mathématiques qui sont le calcul vectoriel. Vous allez voir que vous allez faire pas mal de calcul vectoriel. Et le calcul d'intégrale, et surtout ce que vous avez vu cette année en maths, les intégrales multiples. Donc, voilà, c'est les deux notions mathématiques très importantes pour ce module. Donc ça, on l'a fait ensemble. C'était un exemple de calcul vectoriel. Lorsqu'on définit ce que c'est qu'une division vectorielle, on va appliquer cette relation-là pour arriver à celle-là qui est ici. Oui, donc en fait, voilà, c'est ça. Salma me dit qu'en maths, vous étiez 75, ça veut dire que là, vous êtes 70. Bon, on a perdu 5, mais c'est dommage s'il y avait 112 et que déjà, on a perdu 40 personnes ou 30. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on a défini, cette fois-ci, on a spécifié les choses. Avant, on travaillait avec un vecteur tout simple. Là, maintenant, on a défini ce que c'est qu'un vecteur libre, un vecteur glissant et un vecteur lié. C'est des notions qui sont nécessaires pour son module. C'est pour ça qu'on les a. D'accord. Okay. Donc, certaines personnes suivent à plusieurs sur le même ordinateur, donc ce qui explique donc il n'y a pas d'absent, tant mieux alors. C'est très bien. Alors, le moment d'un vecteur quelconque, là, c'est des maths. Hein. Après, on va l'appliquer à la physique. Donc, le moment d'un vecteur lié, c'est ce qu'on a défini ensemble la dernière fois. Donc, on a passé du temps sur tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. On a défini un système vectoriel, c'est-à-dire plusieurs vecteurs liés, donc l'origine et le vecteur libre, c'est ce qu'on appelle un vecteur lié, et on l'a noté comme ça. On a défini ce que c'est qu'une résultante. Alors une résultante, on va voir qu'on va la décliner selon différentes situations, mais de manière générale, une résultante, c'est la somme des vecteurs liés, des vecteurs libres, VI. Alors on va voir que cette résultante-là, ça peut être la somme des forces, ça peut être la somme des vitesses, ça peut être la somme des quantités de mouvement. Donc R, c'est une résultante, c'est une somme de vecteurs libres, et ça va changer en fonction du problème qu'on aura abordé dans la suite. Donc une résultante, c'est tout simplement la somme de S, de l'ensemble des vecteurs libres du système vectoriel. C'est ce qu'on a ici. Après, on a défini le moment par rapport à un point, donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et nous avons trouvé cette relation-là qui est simple, que je vous ai présenté le dernier cours, et il n'y a pas de difficulté avec ça.
Bien, alors ce que je vous ai dit aussi, que pour un système vectoriel, si les deux systèmes de vecteurs liés sont équivalents, ça veut dire que vous avez la même résultante, ils avaient le même moment. Une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a fait ces définitions, qu'on a abordé ces notions, bah, on arrive finalement à cette notion de torseur que vous suivez, que vous allez utiliser, que vous allez employer pendant les 3 prochaines années que vous allez être à l'école, parce que vous allez faire pas mal de mécanique, comme je vous ai dit, et donc vous allez avoir besoin de cette notion-là parce qu'il simplifie les calculs. Et donc un torseur qu'on note, comme ce que vous voyez ici, avec 2 crochets. Alors, en général, il y a la lettre qui est ici tau. Bon, ça peut changer d'un livre à l'autre, mais bon, c'est entre crochets et une lettre. Alors, soit c'est grand T comme ça, soit c'est tau, peu importe. Donc, un torseur, il a 2 composantes. La résultante, c'est un vecteur libre qui est la somme des vecteurs libres. Vecteur, comme je vous ai dit, ça peut changer en fonction du problème à aborder. Donc, ça, c'est une notion mathématique, c'est général, c'est abstrait. Et d'un champ qu'on appelle antisymétrique. Alors, le champ antisymétrique, en fait, c'est le moment. Pourquoi il est antisymétrique? Parce qu'il vérifie cette loi qui est là, d'accord, qui est le moment par rapport au prime est égal au moment. Ok, donc c'est pas là que je définis ça. Donc, en fait, qui vérifie cette loi du moment que je vous ai montré la dernière fois. Par exemple, j'ai utilisé cette expression-là pour montrer que le moment par rapport au point A est égal au moment par rapport au B, plus le vecteur AB vectoriel R. Alors, le moment par rapport au point A, parce que moi, c'est toujours par rapport à un point. Et la même chose, il y a une relation si je passe d'un point à un autre. C'est tout simplement selon cette relation-là qu'on rappelle la règle de transport qu'on a obtenue avec cette relation-là, que je vous ai montré en partie de en remplaçant E' par A et B tout simplement. Donc, le moment de A est égal au moment de B plus AB vectoriel R. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est à retenir parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un torseur? Un torseur, c'est une résultante. Et un champ antisymétrique, pour qu'il soit antisymétrique, il faut absolument qu'il vérifie cette relation. Alors, je vous ai dit aussi que les étudiants en général, ils l'appellent la relation Baba parce que, tout simplement, je vous ai écrit ça la dernière fois. Voilà, MA égale MB plus AB vectoriel R. Je peux très bien mettre B ici et A là, et j'ai MB est égal à MA plus BA vectoriel R. D'accord. Et donc, en fait, une façon de retenir, c'est Baba, c'est BA, BAR. Donc, MB égale MA plus B. Donc, un torseur, c'est. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, un torseur, c'est une résultante, un vecteur libre, qui est la somme des vecteurs considérés, et un champ antisymétrique M, qui vérifie cette relation-là, qu'on appelle la règle de transport. Donc, quand vous allez faire les TD numéro 2 et 3, et qu'on vous demande de vérifier est-ce que c'est un torseur ou pas, il faut absolument que la deuxième ligne ici, le moment, le vecteur qui est là, vérifie une relation, la relation de la règle de transport du moment, on a cette relation-là, qui relie les moments en 2 points différents. Donc, c'est essentiellement cette relation-là que vous allez utiliser. C'est la relation Baba. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini cet outil mathématique qui est utile, vous allez voir par la suite, pendant tous ces cours et les TD qu'on va faire ensemble, qu'il va être très utile pour les calculs, et même plus tard encore, l'année prochaine, l'année d'après. Après, mais bien sûr, là, je fais moi des notions de base. Encore une fois, quand vous allez arriver en 3e année, et pour eux, c'est vu. Quoi. Ils ne vont pas du tout revenir sur ce point-là. Donc, ils ne vont pas faire de rappel. Bien. Alors, les torseurs. Donc, une fois qu'on a un torseur, 1, taux 1, au point A, pourquoi au point A? Parce que le moment est défini toujours par rapport à un point. Donc, j'ai R1, c'est une résultante du système vectoriel 1, et le moment par rapport à A de la résultante ici. Bien. Alors, je peux définir un deuxième torseur aussi au point A, toujours au même point par contre. Dans la résultante, c'est R2, c'est la somme des vecteurs V2, si on veut, et le moment par rapport à un point A toujours. Alors, on a égalité si, ce que je viens de vous dire, pour équivalence, si les résultantes sont R1 égale R2 et les moments résultantes et les moments, les deux sont égaux. Donc, R1 égale R2 et MA1 égale MA1. Le moment au point A du système 1 est égal à 1.
ça, c'est la définition que vous avez déclinée selon les situations. La somme de deux torseurs, cet outil mathématique qu'on appelle torseur, qui est formé de deux vecteurs. La somme des deux torseurs, on l'a comme ça. En fait, c'est un torseur tau dont la résultante R, c'est R1 plus R2, et le moment au point A, c'est le moment au point A du système vectoriel 1 plus le moment au point A du système vectoriel 2. Maintenant, c'est des maths, hein, tout ça. Si j'ai un torseur tau, je multiplie par une constante lambda, bah, ça revient à multiplier la résultante par lambda et le moment par lambda. Là, j'ai oublié, il fallait mettre un A sur le torseur au point A. Un torseur nul, c'est tout simplement lorsque la résultante est nulle et le moment est nul. Alors ici, j'ai le produit scalaire de torseur. Là, je me suis rendu compte après que j'ai pris des cas particuliers. Donc du coup, je vais vous mettre le cas général, que vous allez noter sur un bout de papier, et je reviens au cas particulier. Donc ce slide qui est là, bah, c'est un cas particulier, je vous l'expliquerai plus tard. Donc je vais vous mettre sur un papier ici le cas général que vous allez noter, et ce qui est ici, dans ce cours, c'est juste un cas particulier. Bien, ça monte, on est 76. Alors, la caméra, elle est où ma caméra? Bon. Alors, la caméra, voilà. Bien, donc, voilà, sur la feuille que j'ai ici, je vais noter le cas général. Produit scalaire de deux torseurs, tau 1 au point A et tau 2 au point A. Donc, tau 1, je l'écris, c'est la résultante R1, le moment au point A du système vectoriel 1. Produit scalaire R2, tau 2, MA du système vectoriel 2, le moment au point A du système vectoriel 2. Donc, le produit scalaire de deux torseurs, je l'écris comme ça, et ça revient à faire un produit R1 fois le moment, le vecteur R1 scalaire de moment au point A du système vectoriel 2, plus le moment au point A du système vectoriel 1 scalaire R2. Donc, en fait, on fait un produit comme ça, on croit. Donc, ça, c'est la définition générale. D'accord ? Alors, quand on définit ça, tau 1 au point A fois tau 2 au point A, bah, nous avons R1 fois le moment de système 2 en A. Je répète encore la même chose. Alors maintenant, ce qui suit ici sur cette feuille, là, ce que vous avez là, ce que j'ai ici, c'est tout simplement, je vais appliquer la relation, ce qu'on appelle la règle de transport, pour le moment A du système vectoriel 2. Donc le moment au point A, si je change d'un point à l'autre, c'est le moment au point B plus la relation Babar, en fait, plus AB vectoriel R2. Ça, c'est le moment au point A égale le moment au point B plus ce que je viens de vous dire. La même chose pour le moment au point A du système vectoriel 1, c'est égal au moment au point B plus AB vectoriel R1. Donc c'est la relation Babar. Alors pourquoi je fais tout ça? Alors, parce que j'ai défini le produit scalaire en un point A, qui est égal à ça. Et maintenant, ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer que le produit scalaire ne dépend pas du point où vous le faites. Donc, peu importe le point, vous avez cette relation-là, c'est un invariant. Donc, si je fais ce petit calcul pour le montrer, donc R, vecteur R scalaire MA2, bah, je peux l'écrire comme ça. Vecteur R2 scalaire MB1 plus tout ça, c'est-à-dire c'est ce qui est ici. Ça, c'est ça. La même chose que ça, c'est ça. C'est tout ce qui est. Bien. Donc maintenant, bah, voilà, je vais faire des calculs vectoriels. Comme je vous ai dit, on va faire beaucoup de calculs vectoriels. Et ce calcul-là, entre autres, il n'est pas compliqué. Et on va utiliser les deux relations dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, voilà, calcul produit scalaire de ça par ça, bah, c'est le produit scalaire de R1 fois scalaire MB du système 2, le moment du système 2 au point B, okay, plus R1 scalaire ça. Donc, vous voyez, j'ai R1
scalaire, ça, je l'ai noté ici, je l'ai souligné avec du vert. Alors, je fais la même chose pour R2 ici. R2 scalaire MB1 plus AB vectoriel R1, c'est R2 scalaire MB1 plus R2 scalaire ici, ce qui était ici. Donc, tout simplement, j'ai écrit la relation Bavard pour ce moment, la relation Bavard pour celui-là, et j'ai développé pour trouver ça. Donc là, maintenant, ça, je le garde en rouge, cette partie-là. R1 scalaire MB2 plus R2 scalaire MB1, ça, pour ce qui est en rouge, je le marque ici, je le regroupe là. J'ai 4 termes, en fait. J'ai ce terme-là, il est là. Ce terme-là, il est là. Il me reste 2 autres termes. Il me reste R1 scalaire AB vectoriel R2, celui-là, plus celui-là. R2 scalaire AB vectoriel R1. Alors, cette relation vectorielle, c'est la relation dont je vous ai parlé. Ça ressemble à une relation dont je vous ai parlé la dernière fois, je vous en parler aujourd'hui. Alors, je vous la montre, celle qui est sur votre cours. Cette relation-là, il y a une relation vectorielle que je veux utiliser, c'est celle-là. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un produit mixte, c'est un produit scalaire et un produit vectoriel. Donc, en fait, que je peux développer selon ce que vous avez ici. Donc, c'est ce que je vais faire, en fait. La dernière fois, j'utilise ici, là, cette fois-ci, j'utilise cette relation qui est ici, pour aller un peu plus loin dans mon petit calcul vectoriel. Donc, vous voyez, là, c'est un produit mixte, un produit scalaire, un produit vectoriel. Donc, si je regarde, par exemple, celui-là, je veux le développer selon ce que je viens de vous dire, je le développe, c'est égal à R2 scalaire R1 vectoriel AB, qui est égal, alors R1 vectoriel AB, donc ça, c'est le produit vectoriel, on a dit, il n'est pas commutatif, c'est tout simplement moins AB vectoriel R1. Donc, en fait, c'est moins R2 scalaire AB vectoriel R1, plus, or, j'avais le même terme ici avant. Donc, en fait, ce terme-là, c'est nul plus nul moins que moins celui qui est là. Donc, la somme des deux, ça fait 0. Donc, ça, j'ai un moins ici, je le développe devant vous, c'est l'opposé de ce qui est là. Donc, en fait, ces deux termes-là, ils s'annulent. Au final, il me reste que le produit scalaire par rapport à un point A de taux 1 fois taux 2, c'est tout simplement la même chose que si je calcule par rapport à un point B. R1 MA2 plus MA1 R2, c'est la même chose que R1. Si je change de point, ça ne change pas le produit scalaire. Donc, le produit scalaire ne dépend pas du point où vous le calculez. Peu importe. A ou B, c'est la même chose. D'où ça vient? Ça vient de la propriété du moment et de la règle de transport, la relation qui lie les moments. Si je développe ce calcul-là, je montre que j'ai la même chose. Ça ne dépend pas du point où je calcule le produit scalaire. Voilà ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est la relation générale. Maintenant, je vais vous la décliner en choses qui ont un rapport avec la mécanique. C'est ce que vous avez dans le cours. Je reviens à mon cours. Le cours est où? Voilà. Bien. Donc, cette fois-ci, je prends un exemple, en fait. Ça, ce n'est pas le cas général. L'exemple, je prends ce qu'on appelle le tenseur dynamique, où j'ai la force et le moment de la force. Ça, ce qu'on appelle le tenseur cinématique. On note V, tel que le moment, c'est la vitesse, et la résultante, c'est ça, on va le voir plus tard, c'est juste un exemple. La résultante, c'est le vecteur rotation. Alors, le produit scalaire, c'est deux torseurs, F comme force, V comme torseur cinématique, torseur dynamique, on appelle ça cinématique, dynamique, c'est un exemple qu'on va voir plus tard. Ça, c'est des cas pratiques en mécanique, ça, c'est plus abstrait maintenant. Donc, si je fais le produit scalaire du torseur dynamique par le torseur cinématique, j'applique la règle que je viens de vous dire, c'est-à-dire en fait, la vitesse scalaire, la force scalaire la vitesse, plus le moment scalaire le vecteur rotation. Donc, voilà l'exemple que j'applique, un exemple produit de deux torseurs. Alors, on verra plus tard que ça, à moins que vous ayez des souvenirs de l'année dernière, la vitesse scalaire la force scalaire la vitesse, c'est ce qu'on a appelé la puissance. Donc, en fait, le produit scalaire de des torseurs, force, vitesse, c'est tout simplement la puissance. Alors, pourquoi il y a un terme en plus? Parce que cette fois-ci, dans ce cours qu'on va faire ensemble,
Ce n'est pas le point matériel, je vous ai dit la dernière fois, dans la mesure où c'est un point matériel, il n'a pas de volume, le volume est nul, donc il n'y a pas de rotation, il n'y a pas d'énergie de rotation, donc ça c'est nul dans le cas du point matériel. Mais lorsqu'on va travailler avec les solides indéformables et ayant un volume non nul, la vitesse, la puissance, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, plus un terme qui va lui dépendre de la rotation parce qu'on a un système dont le volume n'est pas nul. Donc voilà, ça c'est, j'ai décliné la relation mathématique abstraite dans un cas, particulier, on va dire, un exemple. Alors ce que je vous ai montré aussi, ce que je n'ai pas ici, c'est que finalement, ce produit scalaire de deux torseurs, il ne dépend pas du point A. Peu importe, point A ou point B, c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous ai montré. Ça, ce n'est pas dans ce cours-là, je le rajouterai pour l'année prochaine. Alors, le slide que je viens de montrer, il faut que je l'insère l'année prochaine, avant celui-là. Bien, alors maintenant, le cas général, les invariants. Alors, une chose, je vous ai dit que la résultante, la somme des vecteurs libres est un invariant, donc on voit que ça ne dépend pas du point A ni du point B, R, c'est R, tout simplement. Alors maintenant, si je fais le produit scalaire, de manière générale cette fois-ci, là je reviens au cas général, de la résultante par le moment, au point A. Donc si je fais ce produit scalaire, si j'ai un torseur R et MA, je prends un torseur quelconque et je fais le produit scalaire pour un torseur quelconque. Donc si je fais le produit scalaire, donc MA, R fois MA, c'est égal à R. Alors là encore, je vais utiliser la relation bavard. MA, c'est MB plus AB vectoriel R. Donc je développe, cette fois-ci, je ne vais pas le faire sur un papier parce que c'est simple. C'est R scalaire MB plus R scalaire AB vectoriel R. Alors AB vectoriel R, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à R. Donc un vecteur perpendiculaire à R, qui est celui-là, scalaire R, c'est égal à 0. Donc R scalaire AB vectoriel R, ça c'est nul. Donc ce qui me reste que pour n'importe quel torseur, R scalaire MA, peu importe le point auquel vous calculez, c'est toujours un invariant. RMA égale à RMB, peu importe le point. Donc, si vous faites R scalaire MA, vous allez toujours trouver la même chose, peu importe le point où vous faites. Donc, voilà un certain nombre de choses que l'on peut dire sur les torseurs, la notion de torseur, le produit de deux torseurs, les invariants. Et donc, voilà, ça, c'est le TD2 et 3 que vous allez faire. Vous allez utiliser ça dans le TD2 numéro 3, vous allez utiliser pas mal cet outil mathématique qu'on vient d'ajouter aux autres outils cette année, qui est la notion de torseur. Alors cette notion-là, vous voyez ici par exemple, dans le cas où je prends deux torseurs, un c'est la torseur dynamique scalaire, le torseur cinématique, force fois vitesse, ça a un sens précis en physique, c'est la puissance. Donc ça va nous servir pour calculer la puissance par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Pour ça, c'est bon, je crois que c'est clair ce slide-là. Donc là, je suis dans les propriétés des torseurs. Je vous ai défini pourquoi il y a toujours un P. Je change. Bien. Alors maintenant, je vais continuer toujours dans les propriétés des torseurs. Donc là, ce que je vous ai montré juste là, c'est que le produit scalaire, c'est un invariant, ça ne dépend pas du point P. Maintenant, on va définir une autre propriété. Alors là, c'est B. En fait, il faut que je change. Là, vous mettez, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, j'ai oublié de corriger. Et ça c'est D. On est toujours dans la propriété de torseur. Peu importe. Donc, je continue. Alors, je reste toujours maintenant le cas général. J'ai un torseur. J'ai la relation de Baba entre deux moments MA et MB. Donc, MA, c'est égal à MB plus AB sur R. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer cette fois-ci le produit scalaire du vecteur AB scalaire MA. Et donc, AB scalaire MA, je refais la même chose. Vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées pour le moment. Donc, le moment au point A, c'est le moment au point B plus AB vectoriel R. Donc, si je fais scalaire AB, donc c'est simple, c'est AB scalaire MB plus AB scalaire AB vectoriel R. Donc là encore, pareil, AB vectoriel R, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs qui lui donnent naissance, qui le créent. Donc, AB vectoriel R, il est perpendiculaire à R et AB.
Donc, AB scalaire, ce vecteur-là, c'est égal à 0, parce que tout simplement, ce vecteur AB vecteur R est perpendiculaire à AB. Donc, ça, c'est nul. Donc, si je fais AB scalaire MA, c'est égal à AB scalaire MB. Alors, cette relation-là, peu importe le torseur, vous avez toujours AB fois MA est égal à AB scalaire MB. Alors, cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle la relation d'équiprojectivité. Alors, pourquoi ça vient d'où? Je prends un solide cette fois-ci, on va rentrer un peu dans les choses moins abstraites. Un solide indéformable. Dans le solide qui m'intéresse, qui est là, je vais prendre deux points, un point A et un point B. Alors, le moment par rapport au point A, c'est le vecteur rouge. Je fais n'importe quoi ici. Je dessine, supposons que c'est ça. Alors, là, je vais en TV, en fait, cette fois-ci, je prends un cas particulier, mais peu importe. J'ai un moment au point A, c'est le vecteur rouge. J'ai un moment au point B, MB, c'est le vecteur qui est là. Là, je fais, ça ne correspond à rien. Ce que je fais, c'est juste vous expliquer pourquoi on parle d'équiprojectivité. Donc, le moment au point A, je le représente comme ça. Le moment au point B, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait ça. Donc, deux points du solide, A et B, donc je trace la droite, passe par deux points. Dire que AB scalaire MA égale à AB scalaire MB, ça veut dire tout simplement que si qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? Je vous ai dit au début, c'est une projection. MA projeté sur AB. Est égal à AB scalaire MB, ça veut dire que c'est égal aussi à la projection de ce vecteur rouge sur MB. La relation du coup projeté, ça veut dire en fait, si je projette sur la droite qui passe par AB les moments au point A et moment B, je dois trouver la même chose. Donc en fait, équiprojectivité, c'est-à-dire la projection sur la droite passant par AB des moments où chaque point du solide doit être la même. Donc cette relation mathématique traduit ce que j'ai noté ici avec deux traits verts, qu'en fait, si je suis au point A, je calcule le moment au point A, je vais trouver une valeur quelconque, mais sa projection doit être la même pour chaque point du solide. Donc A et B, donc j'ai AB scalaire MA égale à B, ça veut dire en fait qu'au point B, la projection, c'est ce qui est là. Pour ce torseur-là, si je veux un torseur, si j'ai vraiment un torseur qui vérifie la relation Babar, je l'appelle un peu comme les idiots maintenant, alors en fait, pour parler correctement, la règle de transport, ça revient tout simplement à dire que la projection du moment sur l'axe AB est la même, peu importe le point considéré. Donc, on appelle cette relation-là la relation d'équiprojectivité. Alors maintenant, si on va faire de la mécanique, si je prends ce que vous voyez là, un solide là qui est en rotation autour d'un axe, c'est un solide indéformable, c'est quelque chose de... Donc, si je prends deux points, un point A et un point B, si je considère le torseur cinématique, donc le moment correspondrait dans ce cas-là à la vitesse, la projection de la vitesse sur l'axe AB doit être la même. Voilà ce que ça veut dire. Je prends un exemple pratique. Donc pour le moment, ce qu'on va dire, c'est pour un torseur, il faut absolument qu'il vérifie la relation d'équiprojectivité. Tout simplement. C'est une des propriétés parmi d'autres qu'on vient de voir il y a quelques instants. Je crois qu'il y avait un commentaire ou une question. Non, il n'y a pas d'exception à cette règle. À partir du moment où on a un torseur qui vérifie, parce qu'en fait, vous voyez bien, mathématiquement, cette démonstration-là, il vient du fait qu'on a la règle de transport. Alors bien sûr, là, je travaille dans un solide indéformable. Donc ça veut dire que la distance entre A et B, elle est fixe. Il ne va pas changer, il va pas, parce qu'en fonction du temps, il ne va pas se rapprocher du point A et B. Bien. Alors, ce que je viens de vous montrer, produit scalaire qui ne dépend pas du point où on calcule, là, il est sur ce slide dans un cas appliqué au cas particulier qui est le torseur dynamique, force, moment de la force, et rotation, vitesse, c'est ce qu'on appelle le torseur cinématique ici. Donc, si je l'applique à ce torseur-là, finalement, on montre dans un cas particulier ce qu'on a montré dans un cas général. Donc, il n'y a rien de... Donc là, le produit scalaire de deux torseurs ne dépend pas du point où est-ce qu'on calcule ce produit scalaire. Donc, vous pouvez le faire d'un point A comme vous pouvez le faire d'un point B. D'accord. Bien, alors,
quelques définitions encore. Quand on a un torseur, on définit ce qu'on appelle un axe central d'un torseur. Alors, oubliez cette figure qui est là, on va y revenir plus tard pour ce qu'on va faire les câbles. Je pensais à ça. Pour le moment, on va juste définir ce que c'est qu'un l'axe central. Ça, vous allez y revenir plus tard, une fois qu'on chapitre 4, une fois qu'on a avancé sur le cours, vous allez revenir à ces figures que je mets de côté, comme celle qui est là. Ah, pardon, là, il faut que je mette tout ça en plein écran, comme ça c'est plus clair. Donc si je dis cette figure-là, oubliez-la pour l'instant, et vous allez y revenir au bout du 4e cours, vous allez la comprendre mieux qu'aujourd'hui. Alors, l'axe central d'un torseur, c'est l'ensemble des points P tels que le moment du torseur en P est parallèle à la résultante. Alors, l'axe central, c'est l'ensemble des points tels que le moment est parallèle à la résultante. Alors, si je prends 2 points de cet axe, dans la définition, il est là, on ne peut rien y faire de plus. Donc, dès que j'ai un ensemble de points tel que le moment où ce point-ci est parallèle à la résultante, bah, ce point-là, il appartient à un axe qu'on appelle l'axe central du torseur. Vous voyez, c'est des maths pour le moment encore. On va décliner, dans des cas pratiques plus tard. Donc, on fait des maths. Donc, on a un torseur et on définit son axe central. Donc, je prends 2 points P et P'. Vous voyez, c'est très abstrait pour le moment, qui appartient à cet axe central. Donc là, j'applique la relation, la règle de transport, d'accord, la relation qui donne le lien entre les moments en 2 points différents, un point P et P'. Donc MP égale à MP' plus PP' vectoriel R. Ça, c'est la relation, la règle de transport qui relie les moments pour n'importe quel torseur. Un torseur doit vérifier absolument cette relation. Alors voilà, ça, on va faire un peu de calcul vectoriel. Donc, si je fais MP moins MP' est égal à PP' vectoriel R. Alors, on a dit que P et P' sont 2 points distincts de l'axe central. Je suppose qu'il y a un axe central. Alors, ce sont définition qui est ici, assurée là. Si le point P est un point d'axe central, ça veut dire qu'il est, le moment, il est parallèle à R. Donc, je le note MP est égal à alpha, une constante, fois R. La même chose pour P'. Si P' appartient à l'axe central, ça veut dire que le moment, il est parallèle à R. C'est-à-dire c'est égal à alpha' fois R. Alpha', c'est une constante. Donc, tout simplement, je remplace cette fois-ci MP et MP', ce qui me donne alpha moins alpha'. Alpha moins alpha'. Donc, je remplace. Donc, alpha moins alpha', je remplace MP comme MP', donc ça fait alpha, donc je remplace ça ici, là. MP, c'est alpha R, MP', vous voyez, donc ça me donne alpha moins alpha' fois R, qui est égal à PP' fois R, d'accord. Or, on a dit que P', il est parallèle à R, donc le produit vectoriel, il est nul. Donc, alpha moins alpha' égale à R, égale à PP' produit vectoriel R, donc PP' vectoriel R égale à 0, et donc alpha égale à alpha'. Donc, l'axe central delta d'un torseur est parallèle à la droite, support de sa résultante. Ce que je dis ici. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai montré ça. L'axe central, c'est l'ensemble des points P tels que le torseur pardon, là je reprends. J'ai été un peu trop vite. Donc, je reprends la définition. L'axe central, donc c'est l'ensemble des points P tels que le moment des torseurs est en P parallèle à sa résultante. C'est une phrase. Ça se traduit par le fait de dire que MP, c'est égal à alpha fois R. Le moment est parallèle à R. C'est vrai pour tous les points de l'axe, P et P'. Donc, P', je l'écris comme ça. Alors, la première relation, la règle de transport, nous dit que MP moins MP' est égal à PP' sur R. Voilà. Mathématiquement, c'est ça. Je remplace MP
par alpha fois R. Je remplace MP' par alpha. Donc, ça me donne cette relation-là. Alors, cette relation-là, pourquoi ça peut être que nul? C'est ça là, que je n'ai pas expliqué. Parce que alpha moins alpha prime fois R égale à PP prime fois R. OK, bien. Alors, pourquoi je dois avoir ça égal à 0? Là, je reviens à ce que je vous ai dit au début du cours, ça concerne le produit vectoriel. Alors, j'ai un vecteur PP' vectoriel R. Ce produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à R. Donc, un vecteur perpendiculaire à R qui est égal à R, ça, ce n'est pas possible que si R égale à 0. Ce n'est pas possible autrement. D'accord? C'est ça que je n'ai pas dit. Donc, à partir de là, j'obtiens ça et je la regarde un peu de près. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ce produit vectoriel-là, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à R, qui est égal à un vecteur qui est pareil à R. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible que ce R égale à 0. Donc, si R égale à 0, bah, dans ce cas-là, ce n'est possible, que si ce qui est là égale à 0 et ce qui est là égale à 0, pas R égale à 0. Ce n'est possible que si ça égale à 0, c'est égal à 0. Un vecteur perpendiculaire à R, ce n'est possible égal à R fois quelque chose, ce n'est possible que c'est nul de chaque côté. Donc, si cette égalité doit être vérifiée, il faut absolument que PP' vectoriel R soit égal à 0 et alpha moins alpha prime fois R soit égal à vecteur nul. Sinon, ce n'est pas possible, comme je viens de vous le dire, parce que ça, c'est un vecteur perpendiculaire à R, et ça, tout ça, c'est un vecteur collégien à R. Donc, ce n'est possible que si ça égale à un vecteur nul, et que tout ça égale à un vecteur nul, ça veut dire que PP' vectoriel R égale à un vecteur nul, et alpha égale à alpha prime. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que les points de l'axe central, ils vont être collinéaires à R, cette première relation. Et cette deuxième relation, ce que je n'ai pas marqué là, je pense qu'il faut que je recorrige un peu ce qui est là, que alpha égale à alpha prime, ça veut dire en fait, pour tous les points de l'axe central, vous avez le moment MP égale à MP', parce que alpha égale à alpha prime. Donc voilà ce que disent ces deux relations. Alors, ce qui est marqué là, ça concerne juste cette relation-là. Ça veut dire en fait que les points d'un axe central, ils sont parallèles à R, à la résultante. La droite qui porte les points de l'axe central, la delta est tout simplement parallèle à R. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que c'est clair? Au début, je n'étais pas clair, je crois, dans mon explication. Si ce n'est pas clair, je reprends. C'est 77. Oui, c'est bon. Parce qu'au début, je n'étais pas clair, je pense. Donc voilà, donc vous voyez, ça c'est mathématique. L'axe central d'un torseur, c'est un axe formé par les points PP'. Le moment où on a un point PP', c'est le même, ce que je n'ai pas marqué ici, mais vous le voyez avec alpha égale alpha prime. Et l'axe, il est parallèle à la résultante R. Voilà ce que c'est que l'axe central. Donc ça, encore une fois, vous avez TD2 et TD3. Vous allez définir l'axe central d'un torseur dans des cas pratiques. Et donc, c'est l'objet des TD2 et 3, toutes ces notions mathématiques que vous allez revoir en TD. Vous voyez que c'est quand même pas mal de calcul vectoriel. Alors maintenant, une fois qu'on a défini l'axe central, on a dit que c'est un axe qui est parallèle à la résultante, en fait à R, et on a dit que le moment il est le même pour n'importe quel point P et P', parce que alpha égale à alpha prime. Alors maintenant, la propriété qui suit, c'est que le moment MP ou M' qui est le même, parce que alpha égale à alpha prime, c'est la valeur minimale qui se trouve sur l'axe. Pour n'importe quel point de l'axe central, de cet axe-là qu'il va falloir trouver, et le moment est minimal, il a la valeur minimale. C'est l'objet de cette petite démonstration qui est là, qu'on va décrire ensemble, n'inquiétez pas. Oui, alors, Idrissi, il me dit comment il représenter graphiquement un torseur. Un torseur, c'est un outil mathématique, c'est composé de deux vecteurs. Donc, en fait, il est représenté par ces deux vecteurs, tout simplement. D'accord. C'est deux vecteurs, il est représenté par ces deux vecteurs. Je vais le représenter, ces deux vecteurs. Vous allez voir, par exemple, maintenant, votre question, on va me faire la figure qui est là. Si je prends le torseur cinématique, dont la résultante, c'est la rotation, et le moment, c'est la vitesse. D'accord. Si j'ai par exemple un solide qui tourne autour d'un axe central, cet axe-là, c'est la résultante. Je prends un exemple, parce que vous me posez la question. Donc, la rotation, c'est le vecteur rotation sur oméga, et le moment, c'est la vitesse. Donc, voilà un exemple de torseur. Ce torseur-là, on l'appelle torseur cinématique.
Si je prends un solide qui tourne autour d'un axe, la résultante va être le vecteur rotation et la vitesse, c'est tout simplement le moment, parce que la vitesse, c'est OM vectoriel oméga. C'est bon? Je vais répondre à votre question. On prenait un cas particulier. Donc, vous voyez, attention, c'est toujours des vecteurs, ça dépend. Cinématique, ça va être ça. Quand je vais prendre le tenseur dynamique, ça va être la force et son moment. Quand je vais prendre le tenseur cinétique, ça va être la quantité de mouvement et le moment de la quantité de mouvement. Donc, chaque fois, vous le représentez en fonction du système à étudier, en fonction du torseur à étudier. Donc, nous, on va avoir 3 types de torseurs, le torseur cinématique, le torseur dynamique et le torseur cinétique. Donc, chaque fois, la résultante va représenter quelque chose de différent. Donc, dans ce que je fais ici, je l'appelle R, et R va être décliné en fonction du problème à étudier. Donc, ce que je dis maintenant, de manière générale, si vous avez un axe central, on vient de montrer, et je ne l'ai pas noté, vous pouvez le rajouter, que pour les points P et P', on a le même moment, parce que je ne l'ai pas noté ici, il faut que je le rajoute. Et ce moment-là, c'est la valeur minimale. En fait, si je change, si je me trouve sur un point qui est différent du point de l'axe, le moment va être plus important. C'est ce qu'on va montrer ici ensemble. Alors, comment on va faire? On va prendre le point P qui est un point de l'axe central et le point N qui est un point quelconque, mais qui n'appartient pas à l'axe central, ce que j'ai défini tout à l'heure par l'axe central. Donc la relation, la règle de transport, ce que j'ai appelé la règle Baba, ce que vous appelez vous la règle Baba, c'est le moment au point N est égal au moment au point P, et j'applique la règle de transport, la règle de composition qui concerne les... Donc Mn égale à Mp plus Np, vectoriel R qui est la résultante. Alors après, on va faire, c'est tout. Une fois qu'on a écrit cette relation qui est la règle de transport qui va relier les moments entre 2 points différents, pour montrer que la valeur de Mp minimale, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la norme de chaque vecteur. Donc, la norme de ce vecteur-là, de ce moment-là au point N, au carré, est égale à la norme de tout ce qui est là au carré. Donc, je fais un carré, A plus B au carré. Donc, là, le moment au point N au carré est égal au moment au point P, plus, là, vous faites ce que vous savez faire, A plus B au carré. Donc, c'est égal au moment des produits vectoriels au carré, plus 2AB, 2 NP scalaire, NP vectoriel. Alors, NP, le P est en indice. Donc, il y a un problème qui s'est passé. Donc, pardon, non, c'est pas en indice, c'est NP, c'est celui-là. C'est moi qui me... Donc, c'est le produit scalaire 2AB, MP scalaire, ce qui est là. Donc, ce qui est ici. Alors, on a dit que le moment pour un point P qui appartient à l'axe central, je peux l'écrire comme alpha fois R. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le moment, c'est même la définition de l'axe central. L'axe central, c'est tel que le moment est parallèle à la résultante. Donc, je réécris cette ligne-là, je la réécris ici. Vous voyez, c'est des calculs vectoriels que vous allez faire au TD et qu'on va faire en cours. Donc, j'écris que le moment au point N, c'est le moment au point P au carré, plus le moment de ce produit vectoriel, OK, plus quelque chose que j'ai là. Alors, si je regarde bien aussi ce qui se passe, ce vecteur-là, son produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à R et à NP. Donc, ce vecteur-là étant perpendiculaire à R, donc le produit scalaire à R égale 0. Donc, ce terme-là est nul. Donc, au final, ce qui me reste, c'est que le moment au point N qui n'appartient pas à l'axe, est égal au moment au point P qui appartient à l'axe, plus le moment d'un vecteur ici, donc qui est le moment de ce vecteur-là, c'est quelque chose de positif, c'est le carré. Donc au final, le moment au point N, c'est égal au moment au point P plus quelque chose de positif. Donc au final, le moment au point N qui n'appartient pas à l'axe, il est toujours supérieur au moment au point P qui appartient à l'axe. Ce que j'ai traduit par cette phrase, l'axe central delta d'un torseur est le lieu des points P tel que le moment au point P est minimum. Voilà, c'est la petite démonstration qui est là sous vos yeux. Donc, c'est une propriété de l'axe central. Une fois que vous avez trouvé l'axe central, le moment
Donc, tout point d'axe central, c'est la valeur minimale. Et dès que vous écartez d'axe central, vous allez trouver un moment, mais qui sera supérieur. Si vous trouvez l'inverse, il y a une erreur de calcul. Parce que là, ce qu'on a fait ici, c'est un cas général. Alors, l'alpha alpha, ça dépend du moment. Donc, ça, c'est une constante à définir. La valeur alpha ici, c'est à calculer en fonction du moment. Donc, ça, c'est le cas général, c'est la définition. Et après, en fonction, ce n'est pas une valeur constante dans la mesure où si vous changez de torseur, ça va changer. Et même des problèmes physiques. Parce qu'il faut très bien avoir un torseur cinématique. Ça dépend des problèmes physiques, alpha va changer. Mais c'est une constante qui dépend des problèmes à étudier. Alors, est-ce qu'il reste d'autres choses à faire? Alors ça, je l'ai fait juste pour vous dire que de manière analytique, on peut déterminer l'axe central de manière analytique. C'est-à-dire, dans le cas général, il existe ce torseur. D'accord. Et alors, il existe, et de manière analytique, on peut le trouver. Il existe toujours. Donc là, j'ai pris un calcul vectoriel pour dire qu'il existe. Mais ça, c'est le cas général. En fait, dans les cas que vous allez étudier, vous n'aurez jamais à faire le cas général, ce sera toujours un cas particulier. Mais ça, ce qui est sur ce slide-là, c'est tout simplement un cas général pour montrer qu'il existe toujours. Il faut chercher et vous allez le trouver. Alors, ce calcul-là, donc c'est suite à la question, supposons que j'ai un point A tel que ce moment égal à alpha fois R, ce fameux alpha qu'il faut déterminer en fonction du cas particulier. Un point A, supposons que le point A, c'est un point d'axe central. C'est un point d'axe central, je vais voir comment je peux le définir en fait. Et donc le moment, c'est ce qui est représenté là, le moment au point A, il n'est pas parallèle à R. Alors ce que je suppose dans ce petit calcul qui est là, c'est que j'ai un point O quelconque de l'espace, peu importe, et en ce point E, on connaît le torseur au point O, je connais le MO. Bien. Alors, la relation, la règle de transport, c'est que si je connais en O, donc je peux connaître aussi en A, toujours la même chose, c'est que le moment au point A, c'est égal au moment au point O, plus AO vectoriel R. Donc, si je connais en un point, je connais en tout point de l'espace. Alors, le point A, je suppose que c'est un point de l'axe central. Ça, c'est l'axe central. Alors, le point A, ce point de l'axe central, c'est, comme il est mentionné ici, si j'ai un point O, je connais, le point A, en fait, c'est la projection de E sur l'axe central. Vous voyez, ça, je projette la distance. OA, c'est la distance entre point A et A. Donc, d'accord, le point A, je le détermine comme un point de l'axe central tel que je connais au point O, je projette sur l'axe, je mets la perpendiculaire à l'axe, et je définis le point A. Donc, au point A, j'ai alpha fois R, donc j'écris la règle de transport qui est là, et je remplace MA par alpha fois R. Bien. Donc j'ai la relation que MA égale à MO plus AO vectoriel R, donc que je réécris ici. Tout ce que je fais, c'est je remplace MA par alpha R, parce que je dis que A, c'est un point d'axe central. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est ce qui est indiqué là. Donc je fais R pour vectoriel cette expression-là qui est égale à R pour vectoriel, l'expression qui est ici. Donc, je fais R pour vectoriel de chaque côté. Bien. Donc, en fait, R pour vectoriel de MO plus R pour vectoriel de OA. D'accord. Alors, vous avez vu qu'ici, il y a un petit changement. Là, j'ai A au vectoriel R. Là, j'ai R pour vectoriel OA. Donc, ça, c'est la même chose que ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, AO, c'est moins OA. Et si c'est moins AO, c'est moins OA. Mais si je fais passer R de ce côté-là, le moins par moins, ça fait R. Ça est égal à ça. D'accord. Si j'ai fait que passer R de ce côté-là, j'aurai un moins. Mais le moins, en fait, moins AO, c'est OA. Donc, en fait, cette relation-là, c'est la même que celle-là. Donc, bref, si je fais R vectoriel, tout ça est égal à R vectoriel, tout ça, R vectoriel, R, c'est égal à 0. Vecteur nul, pardon. Parce que le vecteur collinéaire, pour vecteur égal à vecteur nul.
Donc, je montre que R vectoriel, ce qui est ici, égale vecteur nul. Donc, on développe. D'accord. Vous utilisez la relation vectorielle que je vous ai montré le dernier cours, un double produit vectoriel. D'accord. OK. Donc, R et AO, regardez le schéma. Donc, AO, 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 peu importe, et R sont perpendiculaires. Donc, ce terme qui est là est nul. Celui-là. Donc, il nous reste juste que ça est égal à ça. Et je remplace ici, dans ce terme-là. Donc, il me reste que R productuel MO plus R scalaire R AO égale vecteur nul. Donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient OA en fonction de R du moment par rapport à O que je connais. Donc, le point A, je peux le définir exactement dès que je connais le moment où on a un point quelconque. Le point A, OA, c'est égal à ça. Vectoriellement, je peux le trouver de manière analytique pour n'importe quel torseur. Donc, tout ce slide qui est là, c'est pour vous montrer que dans le cas général, je peux le trouver. D'accord? En appliquant ce qu'on vient de faire ici. Donc, il existe le point A. Dès que j'ai un point de l'axe, bah, c'est fini, parce que si j'ai un point, bah, je trace la droite qui passe par le point, et dont le vecteur unitaire est parallèle à R, et donc j'ai l'axe central. Donc, je peux toujours le déterminer, et il existe toujours. Donc, si je connais un point, bah, je connais l'axe, la droite, parce que la droite, il passe par le point, et dont le vecteur unitaire est parallèle à R. Donc, voilà pour l'axe central, maintenant que vous avez décliné dans des cas particuliers. Alors, pour finir ce cours avec les torseurs, bah, un torseur, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une question, je crois. Pourquoi il n'y a pas un point pour R vectoriel M? Alors, je reviens en arrière. Pourquoi il n'y a pas un point pour R vectoriel M? Je n'ai pas compris la question. C'est produit vectoriel ici. Ça vient de là. Un moins? Oui. Pourquoi il n'y a pas un moins? Parce que vous avez raison. Parce que AO, j'aurais dit moins AO. Et moins AO, c'est OA. En fait, c'est ça. Parce qu'il avait un plus, il aurait mieux avoir un moins. Effectivement, c'est moins AO qui est égal à ça. Mais moins AO, c'est OA. OK, c'est clair? Je n'ai pas insisté là-dessus. Voilà, donc voilà pour le torseur. Alors maintenant, je reviens à la définition des torseurs qu'on a vu au début. Un torseur, c'est on a un point A, c'est tout simplement un vecteur libre, une résultante. On va décliner en fonction du problème à étudier. Et le moment qui est lié à ce vecteur résultante qu'on a défini, on a discuté, je ne vais pas reprendre tout. Et donc, un torseur comme ça, je peux toujours l'écrire sous forme de deux torseurs, en fait, parce qu'on a dit que la somme de deux torseurs, je vais les donner ici. La somme pour 1 et 2, c'est R égale R1 plus R2 et M égale M1 plus R2. Je fais la somme des choses. Un torseur, je peux toujours le décrire comme celui-là comme un R0 plus 0 M1. Donc, mathématiquement, je peux toujours faire ça. Un torseur au point A, c'est toujours un R, et je mets un 0 ici, plus un 0 M1 et un moment 1. Alors, lorsque le moment est nul, point A, on appelle ça un torseur glisseur. Et lorsque on a un torseur tel que la résultante est nulle ici, et il y a un moment qui n'est pas nul, on appelle ça un couple. Alors, le couple, j'ai pris cet exemple-là, vous avez le volant de votre voiture, quand vous faites tourner, vous exercez une force ici, une force là. Les deux forces, si vous exercez la même force de chaque côté, la somme des forces, la résultante, elle est nulle, mais le moment n'est pas nul des deux forces. Donc c'est un couple de forces. Un torseur tel qu'on a 0 ici, et le moment qui n'est pas nul, c'est tout simplement un couple quand il s'agit de force. Là, c'est un cas particulier que j'ai pris ici. Ça, c'est des maths classiques. Et le particulier, torseur couple, c'est ça. Alors maintenant, là, je n'ai pas représenté, mais j'aurais pu le faire. Le glisseur, c'est quoi le glisseur? J'aurais pu prendre la même figure ici. Si cette force-là, je la mets de l'autre sens, le volant ne va pas tourner, vous allez le tirer, vous allez glisser suivant un axe qui est parallèle à F. Donc on aura la somme, la résultante qui est seulement 2 fois la force, 2 fois ces forces-là, et le moment, vous allez trouver que c'est égal à 0. Alors, à condition que là, il n'est pas fixe cette fois-ci. Si je prends un cercle comme ça, et je fais 2 forces, je le tire en fait. Il va glisser selon la direction de la force, mais le moment sera nul. Voilà, un des exemples pratiques.
Mais mathématiquement, un torseur-glisseur, c'est un torseur tel que la résultante est non nulle, le moment est nul. Il y a un torseur couple, c'est un torseur tel que la résultante est nulle, c'est l'exemple qui est là, et le moment est non nul. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le torseur, et donc c'était des 2 et 3. J'ai encore une demi-heure, et c'est très bien, parce que là, on va commencer le cours pour faire le TD numéro 1. Donc voilà, ce cours-là étant fini, premier cours, donc vous avez toutes les notions sur le torseur, vous allez revoir, et vous allez revoir, on n'a pas eu du temps à le faire, on a fait des calculs vectoriels ensemble, et que vous allez décliner dans des cas pratiques TD2 et 3. Bien. Alors, j'ai un cours que j'ai... Mécanique. Okay. Bien. Alors, donc voilà, premier fini. Oui, ça c'est fini. TD2 et 3, vous allez appliquer cette notion de torseur comme on l'a vu aujourd'hui. Maintenant, on va faire, alors c'est des rappels en partie. Je vais commencer par les points matériels parce que c'est cette façon-là qui m'a semblé la plus simple, je dirais, pour aborder le solide continu. Je commence déjà par les points matériels et après, on va généraliser ça pour un système continu. Donc, j'ai préféré, alors, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais j'ai considéré que ça serait bien de parler des points matériels parce que c'est plus simple avant d'attaquer le solide, qui est simple aussi, mais juste qu'il faut faire des intégrales dans ce cas-là, et ce n'est pas des sommes. Tout ce qui est somme sur i, ça va devenir des intégrales ici, tout simple. Donc, vous voyez, sur ce chapitre 2, donc, on va d'abord définir ce que c'est qu'un centre d'inertie. Au barycentre des masses, c'est la même chose. On va définir ce que c'est qu'une résultante. Alors, vous voyez, cette fois-ci, la résultante dont on a discuté jusqu'à présent, cette fois-ci, on va la décliner dans un cas particulier, c'est la résultante cinétique. Quand on rajoute ça, ça veut dire que là, je commence à décliner l'abstrait en pratique. Et le moment, plutôt que le moment associé à cette résultante cinétique, on va l'appeler le moment cinétique. On va décliner ça. Cette fois-ci, on va commencer à faire un peu de mécanique. Jusqu'à présent, c'était les maths. La même chose, on va définir ce que c'est qu'une résultante dynamique. Et en fait, c'est un ensemble de vecteurs libres, mais cette fois-ci dans un cas particulier. Et la même chose, on va décliner ça dans un moment qui est un moment dynamique. Après, on va finir par un théorème. Et à partir de là, on va commencer la physique, la mécanique des solides. Donc voilà, j'ai préféré passer par les points matériels avant d'arriver aux solides ici. Parce qu'il m'a semblé plus simple. Bien, alors les notes historiques, ça j'aime bien, je les ai cherchées soit dans des cours, dans des Wikipédia et autres. Donc, un physicien du XVIIIe siècle, voilà ce qu'il disait, vous pouvez lire, je vous laisse lire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça, ce cours-là. Je commençais par les points matériels parce que cet homme, il disait, un corps continu, soit un concept intuitif, primitif, on peut toujours le penser comme un ensemble de points matériels, liés entre eux par des liens sans masse, de telle sorte que la masse totale soit la somme des masses de tous les points, et que la forme, donc la disposition de ces points, soit garantie par le squelette des liens imaginaires. Donc, voilà ce qu'il disait déjà. Donc, c'est un peu une des raisons pourquoi j'ai fait ce cours-là comme ça. Je me suis dit que finalement, c'est plus simple à comprendre le solide quand on passe par les points matériels. Alors après, j'ai été chercher s'il y a des choses pour M. Joseph Boscovich. Effectivement, je trouvais qu'il y a une esplanade à Paris, 11e arrondissement. Voilà, je vous ai mis la photo ici. Et ce qui est en français là, il est traduit en anglais. Donc voilà, c'est le 18e siècle. C'est un peu une note historique pour situer ce cours-là par rapport à certaines réflexions. Bien sûr, la façon avec laquelle on aborde soit les maths, soit la physique aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que ce qui a été abordé à cette époque-là, parce que à cette époque-là, le calcul intégral commençait à peine, et le calcul différentiel, la même chose. Donc, les expressions, si on prenait les mêmes formes, les mêmes phrases, les mêmes expressions, on ne va rien comprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les choses sont simples et écrites de manière
clair, beaucoup plus clair que ce qui existait au XVIIIe siècle. Mais bon, l'idée, c'est ce que je vous ai affiché là, c'est l'idée qui m'intéresse. Et aussi, si vous allez à Paris, au 11e arrondissement, vous passez devant l'esplanade, vous allez vous rappeler ces phrases que je viens de vous montrer. Alors, donc le chapitre numéro 2, je vous ai dit que le premier point, c'est le centre des merci au barycentre des masses, tout simplement barycentre. Alors ça, on en a parlé l'année dernière, et je crois que c'est... On a parlé, qu'est-ce que c'est que mesurer une quantité, une grandeur physique, c'est la comparer à une autre, c'est ce qu'on a dit. Cet autre qu'on appelle étalon, et que ce soit la longueur, la masse ou autre chose. Et jusqu'en 2019, c'était le kilogramme, il y avait un étalon qui était à Paris, et qui était conservé sur cloche, et donc, c'était l'étalon, c'était la référence pour la masse. Et donc, depuis le 20 mai 2019, ça a changé. Vous voyez, c'est comme quoi les choses changent et progressent en fonction de la progression de la connaissance. C'est lié à la constante aussi, c'est pour ça que je fais une. Donc, en fait, les physiciens, pas que les physiciens, ils ont considéré que le prototype qui existe à Paris, dont il y a une copie ailleurs, n'était pas suffisamment précis. Et qu'avec le temps, ça évolue, parce qu'effectivement, le prototype est formé d'atomes et de molécules, et qu'avec le temps, soit il va ramasser la poussière, soit il va perdre. Donc, ça va évoluer avec le temps, même s'il est sous cloche. Donc, le Comité international des poids et des mesures a recommandé en 2005 de redéfinir le kilogramme en termes de constante fondamentale de la nature. Alors, la constante fondamentale, il y en a plusieurs. Excusez-moi juste une seconde. Donc, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui frappait en porte. Donc, je parlais du 20 mai, pour la petite histoire, vous l'avez ici. Vous voyez, en 2005, déjà, le comité a décidé que finalement, ce n'est pas assez précis pour faire quelque chose, il faut changer. Et il faut relier ça à la constante fondamentale de la nature. Alors, en 2011, 6 ans après, il y a la conférence générale du CGPM, des poids et mesures, qui effectivement était d'accord pour dire finalement, il fallait relier ça à une constante qui est très précise, qui se mesure, qu'on appelle la constante de Planck. Et à cette époque-là, vous voyez, c'est récent, en 2011, ils ont considéré que ce n'était pas suffisamment précis, pas la constante de Planck, mais les méthodes de mesure, ce n'est pas marqué sur cette feuille-là. Que en fait, les travaux existants à l'époque ne permettent pas, les méthodes ne permettent pas de définir quelque chose de précis. Et donc, c'est en 2014, voilà, c'était la décision en 2014, ce que je viens de vous dire, et en 2018, à Paris, il y avait une conférence qui s'est tenue, et donc, et cette fois-ci, en examinant plusieurs méthodes de mesure, basées sur la constante de Planck, ils ont fini par conclure qu'effectivement, c'était suffisamment précis, que la méthode était suffisamment bien écrite, que ça a été... Et les méthodes ont été comparées entre elles, et finalement, ça y est, on a quelque chose de très précis. Et la nouvelle définition du kilogramme à partir de la constante de Planck est rentrée en vigueur le 20 mai 2019, donc voilà, il y a un peu plus d'un an. Donc maintenant, le kilogramme, il est défini à partir de la constante de Planck et à l'aide d'une balance qu'on appelle la balance de Kibble, dont vous avez la photo ici, qui est basée sur les forces électromagnétiques en lien avec la constante fondamentale qui est la constante de Planck. Et quand je parle de méthode, c'est-à-dire en fait que cette balance, elle a été mise au point par plusieurs endroits, la mesure a été faite et la précision et la précision qui a été trouvée, elle a été trouvée en plusieurs endroits, et donc maintenant on a le kilogramme qui est défini de manière très très précise par cette balance de Kibble que vous pouvez aller voir sur Wikipédia, peut-être il y a plus de précision ailleurs. Mais bon, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, juste pour vous dire que depuis 2019, nous avons une nouvelle définition de kilogramme qui est basée sur la constante fondamentale, qui est la constante de Planck, et sur une balance qu'on appelle la balance de Kibble, qui est basée sur l'utilisation des forces électromagnétiques.
Voilà pour la notion de masse. Alors, vous voyez, je reviens à ce qu'on a vu l'année dernière. Maintenant qu'on sait mesurer une masse, qu'on sait peser un corps, définir sa masse par rapport à un prototype, qui est par rapport en utilisant une balance, une balance qui est la balance de Kip, qui est basée sur la balance fondamentale. Maintenant, la masse, c'est bon, c'est ce que c'est, on sait l'évaluer. Donc, maintenant, je considère, comme je viens de vous dire, un ensemble de points matériels, plusieurs, n, petit n. Donc, la masse totale, c'est la somme de toutes les masses des points matériels, de masse chacun qui est une masse n. Alors, ce que je vous disais il y a quelques temps, maintenant qu'on va passer vers un solide indéformable, un système continu, cette fois-ci, la somme discrète, il va être remplacé par une intégrale. Donc, l'intégrale de dm, qu'est-ce que c'est que dm? C'est la masse d'un élément de volume d de v. C'est le volume élémentaire. Alors, le volume élémentaire, maintenant, on a vu ça en physique l'année dernière. C'était nouveau pour vous, parce que ça, en maths, maintenant, vous savez ce que c'est dx fois dy fois dz. C'est le volume élémentaire. Donc, cette intégrale-là est sur dv. Vous voyez, quand je fais ça, il y a quelqu'un qui va me dire, oui, monsieur, c'est dv. dv, c'est dx fois dy fois dz. Si je suis pour un quatrième, donc il faut intégrer sur x, y, z. Donc, en fait, c'est une intégrale triple ici. Il va falloir que je fasse 3. Si je veux être correct mathématiquement, il va falloir que je fasse 3 intégrales comme ça. Donc, la masse, c'est égal à... Donc, si j'ai un solide comme ça, donc si j'ai un point M ici, la masse totale, c'est l'intégrale d'un élément de volume très très petit que j'appelle d de v ici. D'accord. Et ce d de v, c'est ni plus ni moins que d de v qui est égal à la égal à ρ. Ρ, qu'est-ce que c'est que ρ? C'est le ρ.m, ça c'est le point M. C'est la masse volumique, point M, qui multiplie d de V, qui multiplie la masse volumique, qui est égale à d de M. C'est la masse de cet élément de volume qui est là, autour du point M. Donc, d de M, c'est égal à ρ, la masse volumique, fois d de V, ce qui est tout simplement l'élément de volume ou l'élément infinitésimal de volume. Donc, d de V, ce qu'on appelle un élément de volume, alors je peux rajouter un infinitésimal, mais ça se voit ici, un très 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 petit volume. Et ρ, c'est la masse volumique en un point M. Voilà. Donc, la masse totale, c'est l'intégrale triple de ρm d de V. Alors, cette fois-ci, cette relation qui est là, ça dépend de l'intégrale. Si c'est un volume que je viens de le faire, quelque chose en 3D, c'est ce que je viens de vous dire. D de V, c'est l'élément de volume petit, quelque part, autour d'un point M, ici. Mais maintenant, il y a des cas où on va considérer des choses très fines, une plaque, par exemple, très fine. Et dans ce cas-là, on va considérer, c'est comme une surface, parce qu'on va faire l'approximation que c'est tellement fine qu'on va considérer comme étant une surface, c'est-à-dire l'épaisseur, elle est nulle. Dans ce cas-là, on définit une densité surfacique au point M. C'est-à-dire si je prends une plaque comme ça, donc si je prends un ds ici, un élément de surface, je définis une densité surfacique que j'appelle sigma. Donc c'est une masse par unité de surface. Sigma fois ds, ça c'est dm, c'est ce qui est là. Et donc ici, c'est un intégral double cette fois-ci, parce qu'il y a deux variables. Donc si je prends ici, ça c'est x et ça c'est y, ici c'est y, donc ds, ça va être dx, dy, dx fois dy par exemple. Ici, si je prends dans le volume, c'est dx, dy. Donc ici, si je veux être correct, je vais mettre deux autres comme ça. C'est dv. L'intégrale triple, là c'est l'intégrale double. Alors si c'est quelque chose de une tige fine, donc si c'est une tige, alors je peux très bien définir une longueur d de L, et je définis une densité linéique, une densité de masse linéique, ou densité massique linéique, densité linéique tout court, que j'appelle lambda. Et dans ce cas-là, dm, c'est lambda fois dl. C'est-à-dire c'est la masse de ce dl-là que je vais appeler dm.
Et ce dm, c'est tout simplement la masse linéique fois la petite longueur dl, la longueur élémentaire, un élément de longueur infinitésimale. Voilà, c'est des choses que vous connaissez, tout ça, qu'on rappelle, je vous rappelle, donc que vous, vous allez travailler maintenant, vous savez faire des choses comme ça, vous savez faire ça. Donc, pour un solide, on va utiliser ces relations-là. D'accord? Voilà tout ce qu'il y a à faire. Alors, je ne suis pas encore arrivé à vous donner ce qu'il faut pour le TD numéro 1. Donc, il faut que je crois absolument que je continue. Bien, donc voilà pour tout simplement ce qu'est une masse. On calcule une masse pour un solide. Donc, vous voyez, il faut passer par une intégrale. Connaissant l'intensité volumique. En général, c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser pour ce moment. Ces deux choses-là, vous avez compris que toute chose a un volume au final. Ces choses-là, c'est des approximations. Mais bon, il se peut que parfois, dans ce cas-là, il faut appliquer ces relations. Voilà, donc TD numéro 1. Alors, TD numéro 1, ça concerne ce qu'on appelle le centre d'inertie. Donc, centre d'inertie. Alors là, encore pareil, je vais commencer par ce qu'on a déjà vu l'année dernière, par un système de points matériels, de masse, chaque point matériel est de masse MI, et qui est positionné au point MI. Alors, le centre d'inertie, au barycentre, parfois on dit barycentre de masse, c'est la même chose. Centre d'inertie au barycentre, c'est la même chose. D'un système formé par plusieurs points matériels, c'est tout simplement, il est défini par cette relation-là. Il est défini par cette relation qui est là, qu'on a déjà vu l'année dernière. Donc, c'est la somme, si j'ai plusieurs points matériels, chacun en a un point MI, de masse MI, c'est la somme sur tous les points de MI, GMI égale à 0. S'il existe un point G tel que G cette relation-là, et d'ailleurs il existe toujours, hein, donc dans ce cas-là, G, c'est ce qu'on appelle le centre d'inertie, ou le barycentre de masse. Centre d'inertie ou barycentre, c'est la même chose. D'accord. Et donc, si maintenant j'écris la relation de Schall à partir de là, GMI, c'est tout simplement GO plus la relation de Schall, c'est pas rien. Donc, je remplace ça par ça. Donc, ça me donne MI GO. Donc, ça ce qui est ici. C'est mon sigma de MI GO plus sigma de MI OMI. Et ça, c'est égal à vecteur nu. Donc, ça, c'est égal à la somme en moins, donc GO, c'est moins OG. Donc, moins la somme de MI, GO, c'est OG, plus la même chose, la somme, ça on a fait ça l'année dernière, je le refais, mais bon, MI, OMI, égale à vecteur nul. Donc, bref, OG, je fais passer de l'autre côté ici. Donc, ce qui me donne que OG est égal à la somme de MI OMI divisé par la somme des MI. La somme des MI, c'est la masse totale. Donc, petit m est égal à la somme de MI. Donc, ça, c'est petit m, tout ça. D'accord. Donc, O, c'est un point quelconque. Vous voyez, cette relation de Schall, il est valable pour n'importe quel point. C'est ce qui est ici. Alors, bien sûr, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend l'origine de notre repère pour simplifier, pour repérer par G par rapport à notre système, à notre référentiel. Mais non, sinon, ça peut être un point quelconque, ça peut être le centre d'un repère que vous-même vous avez fixé, ou un point quelconque, n'importe où dans le repère. Donc, le centre d'inertie est défini par OG est égal à la somme de I de MI OMI divisé par M qui est la somme totale. Voilà
Alors, ce passage-là, c'est ce que j'ai fait ici, mais c'est évident. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui se déconnectent. Il est quelle heure? 11h18. Donc, j'ai encore 10 minutes normalement. Oui. Oui, c'est ça. La somme de MI égale à M. Tout à fait. C'est ce que je viens d'écrire ici. Alors, le TD numéro 1, c'est quoi? Le TD numéro 1, ça consiste à appliquer cette relation-là, mais pas pour les points matériels, mais pour un solide continu. Un système continu. Alors, la définition pour un solide continu, c'est la même chose que les points. C'est en fait le centre d'inertie, ou le barycentre G, est défini comme étant, cette fois-ci, je remplace sigma par l'intégrale triple sur le volume du solide de G de M, D de M au point M, égale à 0. Si je prends un solide comme ça, si je prends un M ici, j'ai un D de V, comme je viens de le dire, donc j'ai un D de M en chaque point M, et le point G, le centre de masse quelque part qui est là, c'est le point G tel que l'intégrale sur tout le volume de solide, V c'est le volume du solide, l'intégrale, alors c'est l'intégrale sur tout le volume, donc de G de M, D de M égale à 0. Et donc si je fais la même chose que je fais par la sommation, j'écris G de M, c'est G de O pour M, je sors la même chose au G de l'intégrale, et il me reste l'intégrale de l'intégrale ici, c'est les sigma de MI tout à l'heure. Donc vous faites G de O plus OM, vous allez trouver que cette égalité-là, et ça vous donne O de G. C'est ça que vous allez faire TD numéro 1, c'est calculer, trouver pour des systèmes géométriques, des solides de forme cylindrique, de forme sphérique, de forme sous forme de cône, des choses comme ça, trouver le centre d'inertie, TD numéro 1. Donc, OG, si je prends G, c'est son d'inertie, c'est égal à l'intégrale que vous allez faire de OM D de M. Alors, D de M, c'est ρ fois D de V. On va vous donner ρ, et après, c'est à vous de calculer cette intégrale-là qui divise la masse totale. L'intégrale de D. Alors maintenant, ça, c'est vectoriel. Comment je vais trouver chaque composante? La composante X, c'est lié à la composante X. Donc, en fait, la composante X de centre d'inertie, c'est égal à D de M fois X. Donc, D de M, c'est ρ fois D de V fois X, qui est divisé par la masse totale. La même chose pour Y. Comme ça. Donc, voilà le TD numéro 1. D'accord? TD numéro 1, ça consiste à appliquer ça. Donc, il va être facile, bien sûr. Donc, ça consiste à faire ces intégrales. TD numéro 1. Bien, alors maintenant, j'ai une précision qui est dans ce livre-là, celui-là. Et ce matin, je me disais, est-ce que je la fais ou je ne la fais pas, la précision? Parce que parfois, il y a des précisions que j'ai faites dans le passé qui ont introduit la confusion. Alors, voilà, je me pose la question, 21. Dans ce livre-là, il est fait, quand je regardais tous les livres de deuxième année universitaire, il n'est pas fait cette précision. C'est-à-dire, en fait, je vous explique. Centre d'inertie au barycentre, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Alors, dans le livre qui est là, il y a cette relation-là, il y a une relation comme ça, qui est donnée comme ça, mais que... Bref, qu'est-ce que je vais dire? Pour que je vais être un peu plus clair. Le centre d'inertie pour le barycentre de masse n'est pas du tout, de manière précise, c'est pas du tout le centre de gravité. Alors, elle est dans le cas où je suppose que G, lorsque gravité, en fait, ça fait appel à la gravité, si je suis sur Terre, à la pesanteur, au champ de pesanteur. Si le champ de pesanteur est constant, dans ce cas-là, c'est la même chose. Mais sinon, ce n'est pas la même chose. Voilà la précision. Et ce matin, j'ai regardé un certain nombre de livres que j'ai sur cette question-là, et j'ai vu que 99% des cas, ils ne font pas la différence. Ils disent que c'est la même chose. Alors que normalement, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, donc c'est la même chose dans le cas où je suppose que G, par exemple, si je fais 2 mètres, que sur 2 mètres, G varie, mais c'est tellement, je ne peux pas la mesurer, tellement faible, même sur 100 mètres, dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Mais sur le principe, le centre de gravité et le centre d'inertie, le principe physique, ce n'est pas la même chose.
Voilà, donc c'est une précision que je vais apporter la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, là, les jeunes gens? Ah, le barycentre, c'est exactement, je répète, c'est exactement le centre d'inertie. C'est la même chose. D'accord. C'est un point qui, en fait, c'est un point de solide qui est défini par cette relation. Alors pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'en fait, par la suite, on va montrer qu'il y a des lois physiques qui vont s'exprimer en fonction de ce point-là et que je veux considérer que la masse, toute la masse est en ce point-ci et que les lois physiques vont être traitées comme ça. Je ne vais pas traiter le solide, chaque point du solide, je vais traiter le solide en entier, je vais m'intéresser qu'à son centre d'inertie. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pour ça que c'est important. On va travailler dans un référentiel, dans un repère qu'on appelle le repère barycentrique. Et dans ce cas-là, on a un certain nombre de lois qui sont liées à ce barycentre ou à ce centre d'inertie. D'accord. Mais sinon, la définition, elle est là. À quoi correspond? Ben, ça correspond à un point tel que je peux définir comme ça. Et après, je vais considérer que dans des lois physiques, je vais montrer que plutôt que de considérer chaque partie du solide, je peux considérer que toute la masse est liée en un point qui est ce centre d'inertie, ce barycentre. Alors, donc cette précision qui est là, je vais la faire la prochaine fois. Je ne veux pas vous. Même si je ne la fais pas, j'ai regardé un certain nombre de livres, bah, la confusion, il existe. Et dans la mesure où l'approximation G est constant, G ne varie pas, ce qui est à peu près le cas lorsqu'on va travailler avec des systèmes pas loin de la surface de la Terre, et qui ne sont pas très grands, parce que même si ça varie, si vous prenez un système qui fait quelques mètres ou même quelques centaines de mètres, ça ne change pas grand-chose. Donc la confusion est faite uniquement dans cette approximation-là que le centre d'inertie et le centre de gravité sont les mêmes. Oui, qu'est-ce qu'il me dit? Donc le centre d'inertie, c'est ce que je viens de faire ici. Le barycentre. Donc, c'est ce que vous allez faire en TD numéro 1. Alors, le centre d'inertie et le centre de gravité, vous considérez que c'est la même chose dans la mesure où G est uniforme et ça ne varie pas. Donc, il y a une petite différence dont je vais parler la prochaine fois, mais dans tous les exercices que vous allez faire, les TD, on va considérer que c'est la même chose. Donc, je reviens la semaine prochaine peut-être sur ce point-là. Et vous voyez ce que j'ai fait ici, ça vous rappelle quelque chose? C'est le cours de l'année dernière que j'ai pris, j'ai fait un copier-coller. D'accord. Donc là, je vois qu'il y a déjà des ceux qui commencent à se déconnecter. Ils sont déjà 57. Donc, réviser cette partie-là du cours de l'année dernière. Je vais y revenir le prochain cours. Donc, vous voyez, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour les TD. TD1, bah, c'est ça. TD2 et 3, bah, c'est ce qu'on a fait, c'est le torseur. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et vous avez tous les éléments pour le TD, normalement. D'accord?